Histoire. Le garçon à la peau de chèvre. Il y a longtemps, une pauvre veuve vivait près de la forge de fer, près d'Enniscorth, et elle était si pauvre qu'elle n'avait pas de vêtements pour mettre son fils. Elle l'enfermait donc dans le cendrier, près du feu, et entassait autour de lui les cendres chaudes, et à mesure qu'il grandissait, elle creusait la fosse plus profondément. Finalement, par crochet ou par escroc, elle prit une peau de chèvre et l'attacha autour de sa taille. Il se sentit tout à fait grand et partit se promener dans la rue. Ainsi lui dit-elle le lendemain matin: « Tom, espèce de voleur, tu n'as encore jamais fait de bien, et tu mesures 6 pieds et tu as plus de 19 ans. Prends cette corde et apporte-moi un fagot du bois. » « Ne le dis jamais 2 fois, maman, dit Tom. Voici. Une fois qu'il l'eut rassemblé et attaché, qu'est-ce qui aurait dû surgir sinon un grand géant, haut de 9 pieds, et lui avoir léché un coup de massue. Bien devenu Tom, il sauta d'un côté et ramassa un bélier, et au premier coup qu'il fit au gros bonhomme, il lui fit embrasser la motte. Si vous avez une prière, dit Tom, c'est le moment de la dire, avant de faire des fragments de vous. Je n'ai pas de prière, dit le géant. Mais si vous épargnez ma vie, je vous donnerai cette massue, et aussi longtemps que vous vous abstiendrez du péché, vous gagnerez toutes les batailles que vous mènerez avec elle. Tom n'a pas hésité à le laisser partir, et aussitôt qu'il eut le gourdin entre ses mains, il s'assit sur la bresna, et lui donna un coup avec le kipin, et dit: « Pédé, j'ai eu beaucoup de mal à te rassembler, et j'ai risqué ma vie pour toi. Le moins que tu puisses faire est de me ramener à la maison. » Et bien sûr, le vent du mot était tout ce qu'il voulait. Il s'en alla à travers le bois, en gémissant et en crépitant, jusqu'à arriver à la porte de la veuve. Eh bien, lorsque tous les bâtons furent brûlés, Tom fut renvoyé pour en cueillir davantage. Et cette fois il dut se battre avec un géant qui avait 2 têtes sur lui. Tom a eu un peu plus de mal avec lui, c'est tout. Et les prières qu'il disait étaient de donner un fif à Tom, que personne ne pouvait s'empêcher de danser quand il le jouait. Bégoniès, il a fait danser le gros Pédé chez lui, assis dessus. Le prochain géant était un beau garçon avec 3 têtes. Il n'avait ni prière, ni catéchisme, ni les autres. Et ainsi il donna à Tom une bouteille de pommade verte, qui ne vous laisserait pas brûler, ni échauder, ni blesser. Et maintenant, dit-il, nous ne sommes plus. Vous pouvez venir cueillir du bois ici jusqu'au petit jour de la folie de la moisson, sans géant ni homme fait pour vous déranger. Eh bien, maintenant, Tom n'était pas plus fier que Dick Paycox, et avait l'habitude de se promener dans la rue en fin de soirée. Mais certains des petits garçons n'avaient pas plus de manières que s'il était des Dublin Jackins, et tiraient la langue au club de Tom et à la peau de chèvre de Tom. Ils n'aimaient pas ça du tout, et ce serait méchant de donner une influence à l'un d'eux. Enfin, qu'est-ce qui devrait passer par la ville sinon une sorte de chasseur? Seulement c'est un gros clairon qu'il avait, et une casquette de chasseur sur la tête, et une sorte de chemise peinte. Alors ce n'était pas un chasseur, et je ne sais comment l'appeler un clairon, peut-être, a proclamé que la fille du roi de Dublin était si mélancolique qu'elle n'a pas ri pendant 7 ans, et que son père l'accorderait en mariage à celui qui la ferait rire 3 fois. C'est exactement ce que je dois essayer, dit Tom. Et ainsi, sans plus brûler la lumière du jour, il embrassa sa mère, lança son gourdin contre les petits garçons, et partit le long de la grande route de Yala jusqu'à la ville de Dublin. Finalement,
Tom arriva à l'une des portes de la ville, et les gardes se moquèrent de lui et l'insultèrent au lieu de le laisser entrer. Tom attendit un moment, mais finalement l'un d'eux, par amusement, comme il le disait, partit. Sa baïonnette à environ un demi-pouce dans son côté. Tom ne fit rien d'autre que de prendre l'homme par la peau du cou et la ceinture de son velours côtelé, et de le jeter dans le canal. Les uns courent pour faire sortir le garçon, et les autres pour faire entrer les manières du vulgaire avec leurs épées et leurs poignards. Mais un coup de massue les envoyait tête baissée dans les douves ou sur les pierres, et ils le suppliaient bientôt de ne pas lâcher prise. Finalement, l'un d'eux fut assez heureux de montrer à Tom le chemin de la cour du palais. Et il y avait le roi, la reine et la princesse, dans une galerie, regardant toutes sortes de luttes, de jeux d'épée, de longues danses et de mamans, tout cela pour plaire à la princesse. Mais aucun sourire n'apparut sur son beau visage. Eh bien, ils s'arrêtèrent tous en voyant le jeune géant, avec son visage de garçon, ses longs cheveux noirs, sa courte barbe bouclée, car sa pauvre mère n'avait pas les moyens d'acheter des rasoirs, ses grands bras forts et ses jambes nues. Et pas d'autre couverture que la peau de chèvre qui s'étendait de sa taille jusqu'à ses genoux. Mais un homme envieux, ratatiné, aux cheveux roux, qui souhaitait se marier avec la princesse et n'aimait pas la façon dont elle ouvrait les yeux sur Tom, s'avança et lui demanda ses affaires d'un ton très vif. « Mon affaire, dit Tom, dit-il, est de faire rire 3 fois la belle princesse, que Dieu la bénisse. Voyez-vous tous ces joyeux camarades et ces habiles épéistes, dit l'autre, qui pourraient vous dévorer avec un grain de sel, et aucune âme de leur mère n'a jamais pu se moquer d'elle pendant ces 7 années? Alors les gars se sont rassemblés autour de Tom, et le méchant l'a agacé jusqu'à ce qu'il leur ait dit qu'il ne se souciait pas d'une pincée de tabac pour toute cette histoire. Laissez-les venir, 6 à la fois, et essayez ce qu'ils peuvent faire. Le roi, qui était trop loin pour entendre ce qu'il disait, demanda ce que voulait l'étranger. Il veut, dit le rouquin, faire de vos meilleurs hommes des lièvres. Oh, dit le roi, si c'est ainsi, que l'un d'eux vienne essayer son courage. Alors l'un d'eux s'avança, avec une épée et un couvercle de casserole, et frappa Tom. Il frappa le coude de l'homme avec le gourdin, et l'épée vola au-dessus de leur tête, et son propriétaire tomba sur le gravier à cause d'un bruit sourd qu'il reçut sur le casque. Un autre prit sa place, et un autre, puis une demi-douzaine à la fois, et Tom envoya des épées, des casques, des boucliers et des cors, se roulant encore, et eux-mêmes hurlant qu'ils étaient kilts, handicapés et endommagés. Et frottant leurs pauvres coudes et hanches, et boitant. Tom s'arrangea pour ne tuer personne, et la princesse fut si amusée qu'elle laissa échapper un grand rire doux qui se fit entendre dans toute la cour. « Roi de Dublin, dit Tom, j'écartier ta fille. » Et le roi ne savait pas s'il était content ou désolé, et tout le sang du cœur de la princesse coulait sur ses joues. Il n'y eut donc plus de combat ce jour-là, et Tom fut invité à dîner avec la famille royale. Le lendemain, Rousse parla à Tom d'un loup, de la taille d'une génisse d'1 an, qui faisait la sérénade autour des murs et mangeait les gens et le bétail, et dit quel plaisir cela ferait au roi de le faire tuer. De tout mon cœur, dit Tom. Envoyez un Jackin me montrer où il habite, et nous verrons comment il se comporte avec un étranger. La princesse n'était pas très contente, car Tom avait l'air différent avec de beaux vêtements et un joli biret vert sur ses longs cheveux bouclés, et en plus, il lui avait fait rire. Cependant le roi donna son consentement,
Et au bout d'1 heure et demie, l'horrible loup entra dans la cour du palais, et Tom un pas ou deux derrière, avec sa massue sur l'épaule, tout comme un berger marche après un agneau domestique. Le roi, la reine et la princesse étaient en sécurité dans leur galerie, mais les officiers et les gens de la cour qui pagayaient autour du grand jardin, lorsqu'ils virent entrer le grand Bast, se rendirent et commencèrent à se diriger vers les portes et les portails. Et le loup se lécha les babines, comme s'il disait: Est-ce ce que je n'apprécierais pas un petit déjeuner avec quelque œillet? Le roi cria: Ô Tom à la peau de chèvre, enlève ce terrible loup, et tu auras toute ma fille. Mais Tom ne s'en souciait pas du tout. Il sortit sa flûte et commença à jouer comme une vengeance, et à frapper un homme ou un garçon dans la cour, mais a commencé à pelleter les talons et les orteils, et le loup lui-même a été obligé de se mettre sur ses pattes arrière et de danser, Tater Jack Walsh, avec les autres. Une bonne partie des gens entraient et fermaient les portes, pour éviter que le poilu ne les coince, mais Tom continuait à jouer, et les étrangers continuaient à danser et à crier, et le loup continuait à danser et à rugir sous la douleur que lui causaient ses jambes, et tout le temps il avait les yeux rivés sur Rousse, qui était exclu avec les autres. Partout où Rousse allait, le loup le suivait et gardait un œil sur lui et l'autre sur Tom, pour voir s'il lui donnerait la permission de le manger. Mais Tom secouait la tête et n'arrêtait jamais la mélodie, et le roux n'arrêtait jamais de danser et de brailler, et le loup dansait et rugissait, une jambe en l'air et l'autre en bas, et il était prêt à tomber de sa position à cause de l'ennui. Quand la princesse vit qu'il n'y avait aucune crainte que personne ne se fasse tuer, elle fut tellement déconcertée par le ragoût dans lequel se trouvait la rousse, qu'elle éclata encore un grand rire. Et bien devenu Tom, il s'écria: Roi de Dublin, j'ai les deux moitiés de votre fille. Oh! Moitié ou tout, dit le roi. Rangez ce foutu loup, et nous verrons. Alors Tom mit sa flûte dans sa poche et dit au Bast qui était assis sur son curabingo prêt à s'évanouir: Va vers ta montagne, mon brave homme, et vise comme un Bast respectable. Et si jamais je te trouve si vous venez à moins de 7 milles d'une ville, il ne dit rien de plus, mais cracha dans son poing et donna un coup de massue. C'était tout ce que voulait le pauvre loup. Il mettait sa queue entre ses jambes et enfilait ses pompes sans regarder ni homme ni mortel, et ni le soleil, ni la lune, ni les étoiles ne le revirent jamais en vue de Dublin. Au dîner, tout le monde riait, sauf le rusé, et bien sûr, il expliquait comment il réglerait le pauvre Tom le lendemain. Eh bien sûr, dit-il, roi de Dublin, vous avez de la chance. Il y a des Danois qui nous guettent sans fin. Diable! Courez à l'usque avec eux. Et si quelqu'un peut nous sauver d'eux, c'est bien ce monsieur à la peau de chèvre. Point. Il y a un fléau accroché à la poutre du collier, en enfer, et ni le Danois ni le diable ne peuvent se tenir devant lui. Alors, dit Tom au roi, me laisseras-tu l'autre moitié de la princesse si je t'apporte le fléau? Non, dit la princesse. Je préférerais ne jamais être ta femme plutôt que de te voir courir ce danger. Mais Redhead murmura et poussa Tom en lui disant à quel point cela aurait l'air minable de relancer l'aventure. Alors il a demandé dans quelle direction il devait aller, et Redhead lui a indiqué. Eh bien, il a voyagé et voyagé, jusqu'à ce qu'il arrive en vue des murs de l'enfer, et pourtant, avant de frapper aux portes, il se frotta avec l'onguent verdâtre. Quand il frappait, une centaine de petits diablotins passaient la tête à travers les barreaux et lui coupaient ce qu'ils voulaient.
Je veux parler du grand plongeon de tous, dit Tom. Ouvrez la porte. Il ne fallut pas longtemps avant que la porte ne soit grande ouverte et que l'old boy reçut Tom avec des arcs et des égratignures et mit fin à ses affaires. Mes affaires ne représentent pas grand-chose, dit Tom. Je ne suis venu que pour prêter ce fléau que je vois accroché à la poutre, pour que le roi de Dublin donne une raclée aux Danois. Eh bien, dit l'autre, les Danois sont pour moi de bien meilleurs clients. Mais puisque vous avez marché si loin, je ne refuserai pas. Donnez ce fléau, dit-il à un jeune lutin. Et en même temps il cligna de l'œil au loin. Ainsi, tandis que quelques-uns barraient les portes, le jeune diable grimpa et descendit le fléau qui avait le bâton et les boudins, tous deux faits de fer chauffé au rouge. Le petit vagabond souriait en pensant à la façon dont il brûlerait les mains de Tom, mais bon sang, cela lui faisait une brûlure, pas plus, ni si c'était un bon jeune arbre de chêne. Merci, dit Tom. Maintenant, veux-tu ouvrir la porte à un corps, et je ne te poserai plus de problème. Oh, clochard, dit Old Nick. Est-ce ainsi? Il est plus facile d'entrer par ces portes que d'en ressortir. Prenez-lui cet outil et donnez-lui une dose d'huile d'étrier. Alors un individu sortit ses griffes pour saisir le fléau, mais Tom lui en fit une telle blessure sur le côté de la tête qu'il lui cassa une de ses cornes, et le fit rugir comme un diable comme il l'était. Eh bien, ils se sont précipités sur Tom, mais il leur a infligé, petit et grand, une telle raclée qu'ils n'ont pas oublié pendant un moment. Enfin, dit le vieux voleur en se frottant le coude, laissez sortir cet insensé, et malheur à celui qui le laisse entrer, grand ou petit. Alors Tom sortit et partit avec lui, sans se soucier des cris et des injures qu'il lui lançait du haut des murs, et quand il rentrait chez lui dans la grande cour du palais, il n'y avait jamais eu de course et de course au point de se voir lui-même. Et le fléau. Lorsqu'on lui raconta son histoire, il posa le fléau sur les marches de pierre et ne demanda à personne, au péril de sa vie, d'y toucher. Si le roi, la reine et la princesse faisaient grand cas de lui auparavant, ils en faisaient 10 fois plus maintenant. Mais Redhead, le méchant chien de chasse, s'est glissé et a pensé à attraper le fléau pour en finir avec lui. Ses doigts le touchaient à peine, qu'il laissait échapper un rugissement comme si le ciel et la terre se rapprochaient, et il continuait à agiter ses bras et à danser, à tel point qu'il était pitoyable de le regarder. Tom courut vers lui dès qu'il put se lever, attrapa ses mains dans les siennes et les frotta d'un côté et de l'autre, et la douleur brûlante les quitta avant qu'on puisse en compter une. Eh bien, le pauvre garçon, entre la douleur qui venait juste de disparaître et le confort dans lequel il se trouvait, avait le visage le plus comique qu'on ait jamais vu. C'était un tel mélange de rire et de pleurs. Tout le monde éclata de rire. La princesse ne put s'arrêter pas plus que les autres. Puis dit Tom. Maintenant, madame, si vous étiez 50 moitiés, j'espère que vous me les donnerez toutes. Eh bien, la princesse a regardé son père, et par ma parole, elle s'est approchée de Tom et a mis ses 2 mains délicates dans ses 2 mains rugueuses, et j'aurais aimé que ce soit moi-même qui soit à sa place ce jour-là. Tom ne voulait pas amener le fléau dans le palais. Vous pouvez être sûr qu'aucun autre corps ne s'en est approché. Et quand les lève-tôt passèrent le lendemain matin, ils trouvèrent 2 longues fentes dans la pierre, où elle se trouvait après s'être brûlée une ouverture vers le bas. Personne ne pouvait dire jusqu'où. Mais un messager arriva à midi et dit que les Danois furent si effrayés lorsqu'ils apprirent que le fléau arrivait à Dublin, qu'ils montèrent dans leur navire et s'éloignèrent. Eh bien, je suppose qu'avant leur mariage,
Tom a demandé à un homme, comme Pat Mara de Toménine, de lui apprendre les principes de politesse, les fluxions, le tir et la fortification, les fractions décimales, la pratique et la règle de 3 directs, la façon dont il serait capable d'entretenir une conversation avec la famille royale. Qu'il ait jamais perdu son temps à apprendre ces sciences, je n'en suis pas sûr, mais il est aussi sûr que le destin que sa mère n'a plus jamais connu le besoin jusqu'à la fin de ses jours. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.